72 matchs, 215 buts marqués, ça y est, la phase de poule de la Coupe du Monde est officiellement terminée. Place au 16e de finale, bienvenue dans ce club du mondial. Alors, beaucoup de choses à débriefer encore aujourd'hui en compagnie de Jules Boiteau, chroniqueur. Bonjour Jules. Et puis deux invités exceptionnels, Xavier Barré, consultant sportif, et Aurélien Collin, ancien joueur de football professionnel. Vous avez bien connu les États-Unis où vous avez joué pendant près de 10 ans. Mais d'abord, avant de venir vraiment à tout cela, voyons quel est le menu parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. On va évoquer les dernières qualifications africaines qu'ils ont tenues en suspens jusqu'au bout. Oui, la République démocratique du Congo et l'Algérie qui ont validé leur billet pour les 16e dans 2 matchs spectaculaires. Ça fait 9 équipes africaines sur 10 qualifiées pour la phase éliminatoire. On évoquera les autres matchs de la nuit, notamment le Portugal contre la Colombie ou l'Angleterre face au Panama, avant de dresser un premier bilan de cette compétition. Oui, vous l'avez évoqué, Aude, 215 buts, déjà record largement battu dès la phase de groupe. C'est le résultat évidemment de ce format à 48 équipes, plus de matchs et des nations plus modestes. Résultat, la moyenne des buts par match est également supérieure aux éditions précédentes. On fera le point aussi sur les stars qui ont répondu présent et sur l'organisation majoritairement aux États-Unis. Et on se projettera sur la suite de la compétition. Oui, les 16e de finale qui débutent dès ce soir entre le Canada et l'Afrique du Sud. Il y aura aussi de très belles affiches dans ces 16e de finale. Le point complet donc à la fin de ce club mondial. Bon vous avez le programme, c'est parti. On commence avec les derniers résultats de cette nuit, la qualification donc historique de la République démocratique du Congo. J'espère qu'on va voir les supporters. Oui, qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase éliminatoire de la Coupe du Monde au terme d'un match pourtant bien mal embarqué face à l'Ouzbékistan qui a ouvert le score et qui est donc venu refroidir l'ambiance. Ensuite, ça a été long, très long pour les Léopards jusqu'à la 68e minute de jeu. Penalty pour la RDC transformé par Yohan Wissa, le grand monsieur congolais de ce mondial pour le moment. Fiston Mayele a ensuite donné l'avantage à la RDC avant que Wissa, encore lui, n'aggrave la marque. Victoire 3-1. Écoutez les réactions des supporters congolais à l'issue du match à la sortie du stade. Ça nous submerge d'émotions, on est si heureux, on n'arrive pas à y croire. C'est un miracle, un vrai miracle. C'était inattendu pour nous, mais Dieu merci, on a réussi à le faire. Quand on nous a marqué, j'étais vraiment stressé. Et après, à la deuxième mi-temps, ce qui s'est passé était incroyable. Et à la dernière minute, notre meilleur joueur, Yohan Wissa, il a marqué un but et je sais pas comment exprimer ma joie. Nous attendons le prochain match et merci encore une fois le Congo. Voilà pour la joie des supporters. Xavier, ça a été long, mais la RDC a réussi à provoquer son destin. Oui, ils ont été longtemps menés au score par une belle équipe d'Ouzbékistan et puis ils ont eu effectivement ces 3 buts en fin de match avec un doublé de Yohan Wissa qu'on connaît bien en France puisqu'il a été formé en France, il est né en France, il a été formé en France. Mais ce que je préfère retenir, c'est le deuxième but, celui qui leur donne l'avantage parce qu'il est une combinaison entre 2 joueurs qui sont nés au Congo et ils sont pas nombreux dans cette sélection puisque sur 26, il n'y en a que 6 qui sont nés au Congo. Ils étaient alignés par l'entraîneur Sébastien De Sabre et c'est Meshak Elia pour Fiston Mayele et donc c'est un but là 100% congolais. Donc ça démontre que les jeunes nés au Congo, ils peuvent aussi espérer jouer pour cette équipe des Léopards et ça c'est un message formidable. Et puis dans l'autre match du groupe, le choc entre la Colombie et le Portugal s'est soldé par un nul 0-0. Le Portugal qui a subi les plus grosses occasions de la rencontre et qui termine donc deuxième derrière la Colombie. L'autre qualification africaine de la nuit, elle est venue dans le groupe J, l'Algérie, au terme d'un match complètement fou. Oui, où Riyad Mahrez a cru donner la victoire à son équipe en inscrivant le but du 3-2 à la 93e minute. À ce moment-là, les Algériens étaient deuxième du groupe et l'Autriche, elle, éliminée. Mais Kalaj Zik est venu égaliser à la toute dernière seconde de jeu. Le temps additionnel était même déjà dépassé. 3 buts partout au final. Résultat, l'Autriche repasse devant au classement, mais l'Algérie est tout de même qualifiée puisqu'elle figure parmi les meilleurs 3e. Écoutez les réactions des supporters autrichiens et algériens stupéfaits à l'issue de la rencontre. C'était un cauchemar, pendant quelques minutes un véritable cauchemar. Mais finalement on est soulagé et heureux, on aurait aimé gagner mais on va se contenter de ça. Jusqu'à la dernière seconde, c'était fou quand l'Algérie a marqué 3-2. Oh mon Dieu, mais l'Autriche est ensuite revenue. Incroyable. C'était vraiment les montagnes russes niveau émotion.
On perdait, ensuite on égalise, puis on mène, et au final ils marquent. Complètement fou. Mais c'est peut-être le meilleur scénario pour les deux équipes. Voilà pour ce match complètement fou, Aurélien, peut-être l'un des plus beaux matchs de ce mondial, en tout cas pour le moment. Oui, comme on disait, faut vraiment se concentrer jusqu'à la fin, et surtout dans cette Coupe du Monde, on voit beaucoup de buts, et dans les dernières 15 minutes aussi, beaucoup de buts. Il faudrait voir un petit peu les stats sur ça, et c'est beau parce que c'est un enjeu, les fans sont très, très heureux à la fin du match, et donc c'est positif. Voilà, c'est l'ancien défenseur qui parle. Ouais, l'ancien défenseur, il faut serrer la vis dans les dernières minutes. Ça n'a peut-être pas été suffisamment fait. Ce sera donc la Suisse pour l'Algérie en 16e de finale. 16e de finale plutôt abordable pour l'Algérie. Et puis pour l'Autriche, ce sera l'Espagne. Un autre morceau. Et pendant ce temps-là, l'Argentine s'est baladée contre la Jordanie et Lionel Messi a encore marqué. Oui, il avait pourtant débuté sur le banc, entré à la 60e minute de jeu et il a planté un coup franc, le 72e coup franc de sa carrière. Il égale Juninho dans l'exercice. Son 6e but dans cette Coupe du Monde, 19 buts au total en Coupe du Monde. Il améliore encore son record dans cette victoire 3-1 de l'Albiceleste avec des buts de Lo Celso et de Lautaro Martinez également. Xavier Messi, bien aidé par le gardien, il est vrai, sur son coup franc, mais qui n'en finit plus d'éblouir la compétition de sa classe à 39 ans. C'est assez extraordinaire ce qu'il réussit effectivement à 39 ans. Alors, c'est vrai que l'équipe d'Argentine, elle est construite autour de lui, et on voit que même s'il rentre en fin de match, eh bien, tout de suite, les automatismes se créent, et c'est assez phénoménal ce qu'il réussit effectivement à cet âge. Aurélien, en MLS, on le connaît bien, évidemment, Lionel Messi, il joue à l'Inter Miami depuis quelques années. Est-ce qu'il joue toute l'année à ce niveau, ou est-ce qu'il hausse son niveau de jeu pour les grandes compétitions? On a l'impression que dans les Coupes du Monde, il est absolument irrésistible. Non, je pense que c'est la même chose. Et comme dit Xavier, il a une influence sur le reste du groupe, sur les joueurs, sur les jeunes joueurs. Et en fait, dès qu'il est sur le terrain, ça élève tout le monde. Et il fait ça à tous les matchs. C'est un gagneur, très compétiteur. Donc, que ce soit la MLS, que ce soit la US Open Cup, qui est une des coupes... comme la Coupe de France pour les États-Unis. Non, chaque match, pour lui, il veut gagner, il veut marquer, et ça a une influence très positive sur le reste du club et du groupe. Vous les voyez comment, les Argentins, dans cette compétition? C'est vrai qu'on a parlé de l'Espagne beaucoup, on a parlé de la France, de l'Angleterre avant la compétition, mais l'Argentine, elle est peut-être venue toquer à la porte en disant « Attention, c'est nous les champions en titre ». Ils font partie des favoris, et puis selon le tableau préparé par la FIFA, normalement ils doivent, si la logique est respectée, ils vont au moins jusqu'en demi-finale. Mais moi j'avoue que je trouve que cette équipe qui s'appuie beaucoup sur des joueurs qui étaient déjà là il y a 4 ans, en fait on a l'impression qu'elle n'a pas tellement vieilli. C'était un peu la crainte, mais en fait le groupe est toujours là, très compétitif, avec effectivement tous ces joueurs à la disposition de Messi, mais aussi des joueurs qui par leur talent eux-mêmes sont capables de faire la différence. Lautaro Martinez a marqué cette fois-ci, il y a aussi Julián Álvarez sur le banc, et il y a tellement d'autres bons joueurs autour que ça reste un client très sérieux pour le titre. Et puis l'Argentine, qui reste sur Copa América, Coupe du Monde Copa América, donc tous les gros tournois majeurs joués par l'Argentine ont été gagnés. L'Argentine qui retrouvera le Cap-Vert, le petit Cap-Vert en 16e de finale. Non, ça va être un petit peu compliqué pour les Cap-Verdiens. Un mot sur le dernier billet validé dans la soirée. Oui, c'est la Croatie qui a réussi à valider ce dernier billet. Elle devait absolument l'emporter pour se qualifier face à des Ghanéens qui étaient, eux, déjà en 16e de finale. Et les Croates ont réussi leur pari en l'emportant 2-1. Suzic et Vlasic ont scellé la victoire. Un petit mot, messieurs, de la Croatie qui réussit donc cette qualification malgré une génération dorée un peu vieillissante. Avec un Luka Modric encore phénoménal à 40 ans. Un Luka Modric, alors il n'a pas marqué, mais c'est lui qui fait une passe décisive. Je crois que c'est le plus vieux passeur décisif de l'histoire de la Coupe du Monde depuis cette nuit. Et puis Perisic également, qui n'est pas tout jeune non plus, ils ont joué les 90 minutes, enfin même les 97 minutes, avec une intensité, une hargne absolument incroyable, parce que quand ils jouent pour la Croatie, ils jouent un peu leur vie. Il faut rappeler que le pays, le maillot, est identifié à l'indépendance sanglante de cette ancienne République yougoslave des Balkans. Et donc ils incarnent cet esprit de résistance. Et Modric a encore fait une prestation assez incroyable. Et puis dans l'autre match du groupe, l'Angleterre est allée battre le Panama sans particulièrement briller, 2-0, but de Bellingham, but d'Harry Kane quand même qui est toujours là. Aurélien, les Anglais qui ne brillent pas particulièrement depuis le début de la compétition, mais grâce à leurs individualités qui réussissent à l'emporter. Oui, une sélection qu'on attend. Je pense que tout le monde en parlait. Et après, c'est une Coupe du Monde qui est lente. Et ils vont monter, je pense, avec l'intensité et l'enjeu
Et c'est sur la liste des favoris. Parce que comme vous avez dit, il y a des très bonnes individualités et c'est une grande nation. Et je pense qu'aussi le coach, il amène cette hargne et cet esprit d'équipe que l'Angleterre manquait les dernières années. Donc je pense que ça va être bien. On va surveiller les Anglais. Donc. Ouais, moi, je vais faire imprimer un t-shirt Vive les années 80 parce que là, ils sont très forts quand même. Ils sont au rendez-vous, ils sont taqués. Bravo. Ça, c'était le tour complet de ces derniers matchs de poule. L'occasion de faire un bilan de ce début de compétition. Oui, un premier bilan avec une Coupe du Monde particulièrement prolifique. On en a parlé, 215 buts en 72 matchs, record battu, pulvérisé même. L'ancien, c'était 172 buts au Qatar. Alors, il n'y avait eu que 64 matchs dans l'ensemble de la compétition. Mais ça fait quand même environ 3 buts par match de moyenne. C'est mieux que les éditions précédentes. Aurélien, on a entendu pas mal de critiques, certains disant qu'il y avait des matchs sans intérêt, des nations trop faibles. Est-ce que vous associez à ces critiques ou au contraire vous réjouissez du spectacle proposé dans tous ces matchs ? Le spectacle est très positif pour les États-Unis, pour l'intérêt de l'Américain sur le football. Donc ça, c'est positif sur cette partie. Après, est-ce que l'intensité des matchs est un petit peu moins haute parce qu'on sait que déjà il y a plus de 3 équipes par groupe quasiment qui se qualifient. C'est bon et c'est très intéressant pour le fan américain. Donc moi, je suis content avec ça aujourd'hui. On va peut-être regarder aussi, Xavier, ça va vous intéresser, les taux de qualification par continent et par confédération. Il y a un tweet de Xavier Barret qui va s'afficher. Mondial historique, on le voit pour le football africain, 9 équipes sur 10 qualifiées. À l'inverse, pour l'Asie, c'est très compliqué. Pour l'Asie, c'est vraiment un raté complet. 22% seulement de taux de qualification, avec seulement le Japon et l'Australie qui passent, puisqu'il faut rappeler que l'Australie fait partie de la zone Asie depuis 2006. À l'inverse, effectivement, l'Afrique a le meilleur taux de réussite, avec 9 sur 10 des pays engagés qui se sont qualifiés, juste devant l'Amérique du Sud, qui traditionnellement fait des cartons pleins, mais là, il y a eu un gros raté, c'est celui de l'Uruguay, donc ils n'ont que 5 qualifiés sur 6. Et puis du côté de l'Europe, où il y a un très fort contingent, 16 pays qui étaient qualifiés pour cette phase finale, il y en a 13 qui passent en 16e de finale. L'Europe, c'est traditionnellement effectivement le gros socle de la compétition. On verra ensuite au fil des tours si l'Europe garde une dominance ou si l'Afrique va venir grignoter des parts de qualification. Beaucoup de buts, on l'a vu sur le plan collectif. De point de vue individuel, c'est aussi peut-être un mondial des stars. Les stars ont brillé, on les a vus. Messi, Mbappé, Dembélé, Vinicius, Haaland, tous au top. Aurélien, les stars répondent présent, c'est ce qu'on attend dans ces grandes compétitions. Oui, bien sûr. Après, c'est une continuité des saisons. Dans leur club respectif, ils ont été très compétents. Donc, non, c'est bien. Et comme on parlait, c'est que là, les choses sérieuses arrivent. Et oui, c'était un bon échauffement. Et bravo à toutes ces stars qui ont brillé. Là, on va arriver, comme on appelle ça là-bas, au Monitam, où là, tout le monde va devoir donner son maximum. Et c'est là où ils vont confirmer que c'est des grandes stars. On parle des stars, on parle aussi peut-être des révélations de ce mondial. En tout cas, pour le moment, on pense peut-être à Manzambi, le Suisse, oui, bien sûr. Boadi, le jeune Marocain aussi. Le jeune Marocain qui était français il y a encore peu de temps, donc on sait son talent. Moi, il y a un garçon qui a crevé l'écran, pour moi, c'est le Colombien Puerta. Milieu de terrain vraiment très très fort. Mais c'est vrai que maintenant on va voir dans les phases d'élimination directe si ces joueurs qui ont pu se mettre en évidence lors des premiers tours vont confirmer dans la phase d'élimination directe où là c'est beaucoup plus délicat parce qu'il faut savoir continuer à faire preuve de talent mais aussi garder la tête froide pour ne pas paniquer si jamais les événements tournent en votre défaveur. Donc c'est là où on va voir vraiment le caractère de ces nouveaux et de ces nouvelles stars. Voilà pour le plan sportif. On va aussi faire un petit bilan organisationnel de cette Coupe du Monde qui se déroule majoritairement aux États-Unis. On a beaucoup parlé des prix des billets évidemment aux États-Unis. Pourtant, le record d'affluence a été battu pour une Coupe du Monde selon la FIFA. Comment on l'explique ça, Aurélien ? C'est parce que les stades, vous qui les connaissez bien aux États-Unis, ils sont énormes. C'est-à-dire que quand on fait le plein sur un stade, on a énormément de supporters pour regarder la rencontre. Ouais, après l'américain, parce que la plupart des gens, c'est des Américains ou des gens qui résident aux États-Unis, parce qu'on connaît tous le système immigratoire là-bas. Et donc, je pense que l'Américain est très fan. Donc là, il y a la Coupe du Monde. Même les gens, je pense, ils n'ont même pas de nationalité du pays, ils vont quand même aller au stade. Mais c'est comme je disais, c'est beaucoup de matchs, beaucoup d'opportunités pour l'Américain d'aller au stade.
Et on va voir des matchs. Bon, là maintenant, je sais que ça va être sold out jusqu'à la fin de la compétition, mais c'est pas du tout étonnant pour l'Américain. Ouais, pourtant, on avait beaucoup parlé de peut-être un peu du désintérêt, en tout cas dans la préparation. On voyait dans les villes comme Boston, etc., pas grand-chose autour de la Coupe du Monde. Visiblement, le public américain et les diasporas aux États-Unis semblent s'y intéresser. C'est ça, oui, c'est ce que disait Aurélien, c'est qu'effectivement, il y a des gens de tous les pays, notamment d'Amérique latine, qui vivent aux États-Unis. Et quand le Mexique vient jouer, quand l'Équateur vient jouer, quand le Brésil, bien sûr, l'Argentine, ils vont tous au stade pour supporter leur équipe. C'est pour ça que les stades aussi sont pleins. Et c'était d'ailleurs, je crois, le but de la FIFA, c'était d'abord de conquérir le public américain. C'est pour ça qu'effectivement, ils n'avaient pas forcément besoin de faire venir les supporters d'Europe, d'Afrique ou d'ailleurs. Et ils voulaient d'abord séduire ceux qui sont sur place aux États-Unis, au Canada. Voilà, donc pour ce premier bilan, avant de clôturer ce premier bilan, il fallait absolument qu'on vous montre une archive exceptionnelle de notre invité Aurélien Collin. C'est pour ça qu'on est là. Champion, donc on l'a dit. C'est pour ça qu'on regarde ce club du mondial. Champion des États-Unis en 2013 avec Kansas City, meilleur joueur de la finale. De quoi impressionner les plus grands de ce monde. Écoutez. Aurélien has a fashion line and men's clothing shop in Kansas City. Is he, where you want to model some of your stuff there? You know, he's got the pocket square, the earrings. I'm going to look like him after I get out of office. He looks pretty sharp. Bon voilà, Obama, super souvenir, on imagine. Bon, est-ce qu'il a le même style maintenant, Barack Obama, qu'Aurélien Collin? Non, je sais pas. Mais racontez-nous un peu ce souvenir qui était assez incroyable. C'est pas anodin, vous pouvez. Non, c'est les Faites-nous États-Unis. rentrer dans la coulisse. Ouais, quand on gagne, on visite la Maison Blanche. Et c'est dommage, j'aurais bien voulu visiter Trump. Beaucoup de questions. Non, je rigole, mais un honneur. Et surtout Obama, qui est le premier président noir, un pays tellement communautaire. Obama, quoi qu'il arrive, il est écrit dans les mémoires. Et c'était super, ils ont organisé, on est venu. Il nous a présenté un petit peu la Maison Blanche. Et après, on a parlé un petit peu. Et ça immortalise un succès du club de Kansas City. Et tout le monde était content. Voilà, cette année, les gagnants auront droit à Donald Trump dans un style un petit peu différent, on l'imagine. Ouais, parce qu'il est même capable de bouder, donc c'est pas lui qui aura gagné, donc on peut s'attendre à tout avec lui. En tous les cas, il remettra le trophée au vainqueur, s'il ne le conserve pas, au terme de la phase finale. Les affiches des 16e. Ouais, on connaît désormais toutes les affiches des 16e de finale. Ça y est, avec déjà beaucoup de beaux matchs en perspective. Vous voyez la première partie du tableau, celle de la France, avec dans les affiches Pays-Bas-Maroc, Portugal-Croatie ou Belgique-Sénégal. Messieurs, déjà sur ces premiers 16e de finale de la partie gauche donc du tableau, lesquels vous retenez, lesquels vous sont les plus alléchantes selon vous? On parlera évidemment juste ensuite d'Afrique du Sud. Pour lesquels vous allez vous réveiller, quoi. Le Pays-Bas-Maroc me semble extrêmement intéressant, tout comme le Belgique-Sénégal, parce qu'on a deux équipes africaines de très haut niveau face à deux équipes européennes de très haut niveau aussi. Donc là, forcément, ça va être un match à élimination directe. Il n'en restera qu'un dans chaque cas. Aurélien, une préférence pour un match? Espagne, Autriche et Portugal et Croatie. L'Espagne qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été très très bon. Et j'espère que l'Autriche va augmenter dans son intensité, que l'identité de l'Autriche, normalement, c'est l'intensité. Donc l'intensité contre une Espagne qui peut évoluer et arriver à son niveau technique. Je pense que ça va être un bon match les deux. Et puis après, bien sûr, Portugal et Croatie, qui sont deux grosses nations. Et c'est des petites finales avant l'heure, et ça sera beau. Ouais, petite finale Portugal-Croatie, le choc européen donc, de ces 16e de finale. Ouais, intéressant d'avoir aussi l'avis d'Aurélien sur les États-Unis, parce qu'il a quand même été entraîneur adjoint à Houston. Donc les États-Unis qui joueront la Bosnie-Herzégovine, 16e de finale plutôt abordable sur le papier. Voilà, exactement. Je pense que ils peuvent aller jusqu'où, ces États-Unis, cette équipe ils ont une très bonne équipe. Et Pochettino, il a mis un petit peu de temps. C'était très dur d'arriver avec une mentalité étrangère, de s'adapter aux Américains. Et là, ça se voit qu'il commence à faire du très bon travail. Ouais, je pense que ça peut aller plus loin. Et en espérant que ça monte plus ils avancent, mieux ils s'améliorent. Et puis, très bien. Après, il y a le Canada aussi. Oui, qui joue ce soir, d'ailleurs. Qui joue ce soir. Ouais. Et en espérant qu'ils aillent le plus loin, pour que Jesse Marsh, il écrit dans les mémoires aussi
pour le Canada parce que c'est Jesse Marsh, qui est l'ancien entraîneur Ouais, avec lequel Aurélien a joué. On va y revenir juste après au match de ce soir, juste vous montrer la deuxième partie de tableau, la partie droite du coup des 16e de finale, celle de l'Argentine. Là, il y a Brésil, Japon, Côte d'Ivoire, Norvège qui s'annonce assez délicieux également, et puis Angleterre, République démocratique du Congo. C'est la partie haute, on voit la partie basse, c'est celle de l'Argentine. Visiblement, il y a moins d'adversité pour les champions du monde argentins à venir avant la demi-finale. Je trouve que cette équipe de Colombie est extrêmement séduisante, extrêmement intéressante. D'ailleurs, ils étaient en finale de la dernière Copa América contre l'Argentine, donc ça promet un quart de finale de feu. Et puis le Mexique, faut pas non plus les rayer de la carte parce qu'ils sont chez eux. C'est une équipe avec beaucoup de qualité, qui n'a pas pris de but. Mexique, Espagne, les deux seules équipes qui n'ont pas pris de but dans le mondial pour l'instant. Voilà, alors que c'était plutôt leur force, c'était plutôt l'attaque, mais là aussi ils sont solides derrière. Voilà donc pour toutes ces affiches, on va se concentrer sur l'affiche du jour, puisque ça commence ce soir, donc les 16e de finale, avec ce Afrique du Sud-Canada. Messieurs, vous la voyez, comment cette confrontation entre les Bafana et les Canadiens qui restent, eux, sur une défaite au dernier match? Ça, c'est équilibré, deux styles un petit peu très physiques. Bien sûr, Afrique du Sud est plus low block et Canada, ça high press. Red Bull, l'identité Red Bull, Jesse Marsh. Donc ça va être un match intéressant et en espérant que le Canada continue pour le pays, pour tout le monde. Pour le continent, pour la FIFA aux États-Unis Exactement. et surtout le continent. Bien sûr, pour la réussite de la Coupe du Monde, c'est bien aussi si les pays organisateurs continuent. Et il y a les États-Unis qui organisent le maximum de matchs, mais le Canada, c'est très intéressant. Puis, comme le disait Aurélien, puisqu'il connaît bien Jesse Marsh, il a fait un travail assez incroyable parce qu'il n'y a pas un gros réservoir de joueurs au Canada. En plus, ils ont beaucoup de blessés. Bombito, qu'on connaît bien en France puisqu'il joue à Nice, blessé. Koné, qui s'est blessé lors du deuxième match, il joue à l'OM. Ils avaient pris un petit joueur d'origine mexicaine, Marcelo Flores, forfait aussi juste avant la Coupe du Monde. Donc, ils n'ont vraiment pas été épargnés. Et malgré cela, ils arrivent à faire une équipe compétitive qui se qualifie pour la phase d'élimination directe. À noter côté blessure, la très bonne nouvelle, c'est le retour côté canadien, vraisemblablement selon la presse, d'Alphonso Davies, l'arrière-gauche star canadien qui joue, on le sait, au Bayern Munich. Ça, ce serait vraiment un retour déterminant pour la défense canadienne, Aurélien. Oui, et comment Jesse Marsh va l'utiliser, ça va être la question. Mais pour moi, c'est le meilleur. Avant qu'il se blesse, c'était le meilleur latéral gauche au monde. Donc là, d'arriver au bon moment, ça va être un gros plus pour le Canada. Est-ce que c'est pas aussi un facteur qu'il soit loin des terrains aussi longtemps, sachant que ça fait plus d'1 an qu'il n'a pas joué avec le Canada, Alphonso Davies? Oui, mais Aurélien connaît mieux la méthode de Jesse Marsh, l'entraîneur américain du Canada. Mais c'est vrai que c'est une équipe où il n'y a pas énormément de solutions alternatives. Donc un garçon du talent d'Alphonso Davies, forcément, ils vont l'aligner s'il est opérationnel, parce que c'est un joueur qui a une capacité d'accélération du jeu assez phénoménale. Et peut-être un petit mot aussi des Sud-Africains qui ont un parcours assez similaire avec le Canada. Toutes les deux équipes à 4 points, elles ont tout connu. Défaite, match nul et victoire dans ces phases de groupe. On en pense quoi des Bafana avant le début de cette phase finale? C'est une heureuse surprise parce que c'est une équipe qui pratique un bon football, mais c'est vrai que Hugo Broos a revu sa copie au fil de la compétition. Au début, il s'appuyait plutôt sur l'équipe du championne d'Afrique des clubs, à savoir les Mamelodi Sundowns, le club de Pretoria. Et puis il y a eu des déceptions dans ces joueurs-là. Donc il a renversé maintenant, c'est plutôt l'ossature de l'équipe, c'est plutôt les Orlando Pirates, champions d'Afrique du Sud, qui est un club de Soweto, de Johannesburg. Et donc, du coup, visiblement, les joueurs des Orlando Pirates sont plus opérationnels, plus efficaces que ceux de Mamelodi Sundowns, qui ont joué énormément de matchs ces 2-3 dernières années, donc ils sont peut-être un peu fatigués. Voilà donc pour la présentation de ce match, messieurs, je vous demandais un petit pronostic pour la capsule, ce sera enregistré, on la ressortira après le match, évidemment. Un pronostic chacun, s'il vous plaît. On va dire 1-0 Canada. 1-0 Canada, Xavier? Moi, je pense que les Bafana peuvent le faire. Je veux dire 2-1 pour les Bafana. Bon, voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. 1 pour le Canada, Ne me demandez pour pas, l'Afrique moi du je Sud. suis en train de dormir, je suis Non, crevée. Je suis passée par cette canicule, je m'en remets pas. Merci beaucoup en tous les cas pour ce club du mondial. Aurélien, merci d'avoir été avec nous, Xavier et Jules. On va refermer cette édition évidemment avec une pensée pour notre confrère, comme chaque jour, Christophe Glaise, journaliste sportif, qui a été arrêté, qui est emprisonné en Algérie, condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme, et il était en train de tourner un reportage, il était en train de faire son métier en Algérie quand il a été arrêté. On espère qu'il bénéficiera d'une grâce présidentielle. Le Club du Mondial, c'est terminé. Vous retrouverez une toute nouvelle équipe demain, lundi. Restez avec nous sur France 24.